Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez lu dans les manuels scolaires poussiéreux, tout ce que les experts vous ont répété avec une assurance inébranlable ne soit qu'un immense voile jeté sur une réalité bien plus vertigineuse. Imaginez que les pyramides de Gizeh, ces géants de pierre qui défient les millénaires sous le soleil implacable du Sahara, ne soient pas des tombeaux. Imaginez que le grand sphinx, avec son regard de pierre tourné vers l'éternité, garde un secret si grand qu'il pourrait briser notre compréhension même de l'histoire humaine. Depuis des siècles, on nous martèle une version officielle, une version rassurante où des pharaons mégalomanes auraient mobilisé des milliers d'esclaves pour ériger des monuments à leur propre gloire, simplement pour y abriter leurs dépouilles mortelles. Mais quand on se tient là, au pied de la grande pyramide, quand on ressent la vibration de ces millions de tonnes de calcaire et de granit, une question s'impose à l'esprit, une question qui dérange, une question qui brûle. Et si nous nous étions trompés sur toute la ligne? Pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé la moindre momie dans la grande pyramide? Pourquoi n'y a-t-il aucune inscription, aucun hiéroglyphe célébrant le règne de Khéops à l'intérieur de cette structure que l'on prétend être son sanctuaire final? Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Sentez-vous ce frisson, cette intuition profonde que les pierres nous parlent, mais que nous avons oublié comment les écouter? Nous allons plonger ensemble dans les abysses d'un mystère qui dépasse l'archéologie pour toucher à l'essence même de la technologie perdue et de la spiritualité oubliée. Regardez ces blocs pesant parfois des dizaines de tonnes, ajustés avec une précision telle qu'on ne peut pas y glisser une lame de rasoir. Pensez-vous réellement que des cordes de chanvre et des rampes de sable suffisent à expliquer une telle prouesse répétée avec une régularité mathématique qui frise la perfection divine? On nous parle de tombeaux, mais l'architecture interne ressemble davantage à une machine, à un processeur colossal, à un instrument conçu pour manipuler des forces que nous commençons à peine à redécouvrir. Des conduits de ventilation qui s'alignent avec les étoiles, des chambres de décharge qui résonnent à des fréquences précises, une orientation vers le nord magnétique avec une erreur infime que nos instruments modernes peinent parfois à égaler. Est-ce là l'œuvre d'un peuple sortant à peine de l'âge de pierre ou le vestige d'une civilisation dont le nom a été effacé par les sables du temps? L'émotion que l'on ressent face à ces monuments n'est pas celle que l'on éprouve dans un cimetière. Ce n'est pas la tristesse ou le recueillement face à la mort. C'est un sentiment de puissance, une sorte de résonance intérieure, comme si notre propre ADN reconnaissait quelque chose de familier dans cette géométrie sacrée. Nous avons été conditionnés à croire en une progression linéaire de l'histoire, partant de l'homme des cavernes pour arriver à l'homme technologique, mais la réalité pourrait être bien plus cyclique, bien plus sombre et bien plus exaltante. Et si Gizeh était le dernier chapitre d'une ère disparue plutôt que le premier d'une civilisation naissante? Et si ces structures étaient des émetteurs, des condensateurs d'énergie, ou peut-être même des balises pour ceux qui parcourent les cieux? Dans cette vidéo, nous ne nous contenterons pas de douter, nous allons explorer les théories les plus audacieuses, celles que les cercles académiques rejettent avec mépris parce qu'elles menacent de faire s'écrouler leur carrière. Nous allons analyser la conductivité des matériaux, la résonance acoustique des chambres de granit et l'orientation astronomique qui suggère que les pyramides sont un miroir de la ceinture d'Orion, mais une version qui date de plus de 10 000 ans. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va ébranler vos convictions. Ce voyage au cœur de la pierre ne fait que commencer, et à la fin de cette exploration, vous ne regarderez plus jamais une photo de l'Égypte de la même manière. Vous sentirez, au fond de vous, que le passé nous ment et que l'avenir de notre propre technologie se cache peut-être dans les secrets d'une antiquité que nous n'avons jamais comprise. Pour comprendre l'ampleur du mensonge, ou du moins de l'omission monumentale dont nous sommes les héritiers, il faut s'approcher de la grande pyramide non pas comme un touriste, mais comme un ingénieur, un tailleur de pierre, un mathématicien. Regardez bien ces blocs de calcaire qui composent le cœur de la structure. On nous dit qu'ils sont 2 300 000. 2 300 000 blocs de pierre, dont certains pèsent 2 tonnes et d'autres, au cœur de la chambre du roi, atteignent les 80 tonnes. Essayez de visualiser ce que cela représente. Si vous deviez poser un bloc toutes les 2 minutes,
En travaillant 10 heures par jour, 365 jours par an, il vous faudrait plus de 20 ans pour achever l'œuvre. Mais attention, cela suppose que les carrières sont juste à côté, que la taille est instantanée, que le transport est parfait et que l'ajustement millimétrique ne prend pas une seconde de plus. Or, le granit de la chambre du roi provient d'Assouan, à plus de 800 km de là. Comment ont-ils fait pour transporter des monolithes de la taille d'un wagon de train à travers le désert et sur les eaux du Nil, avant de les hisser à 60 mètres de hauteur avec une précision de joaillier? La précision, parlons-en, car c'est là que le récit officiel s'effondre sous son propre poids. La Grande Pyramide est orientée vers le vrai nord avec une erreur de seulement 3/72e de degré. Pour vous donner une idée, c'est une précision supérieure à celle du bâtiment de l'Observatoire de Paris. Comment un peuple utilisant des outils en cuivre et des cordes a-t-il pu atteindre une telle perfection astronomique? Le cuivre est un métal mou, il est incapable de tailler le granit ou le basalte. Essayez de couper un steak avec une cuillère en plastique et vous aurez une idée de la frustration d'un ouvrier égyptien tentant de sculpter du granit avec un ciseau en cuivre. Pourtant, les traces de carottage retrouvées sur le plateau de Gizeh montrent des spirales de forage qui indiquent une pression de pénétration des centaines de fois supérieure à ce que nos perceuses modernes les plus performantes peuvent accomplir. Il ne s'agit pas de spéculation, il s'agit de traces physiques, de cicatrices dans la roche qui hurlent l'existence d'une technologie mécanique oubliée. Et que dire de la courbure des faces? Car la Grande Pyramide n'a pas 4 faces, mais 8. Chaque face est légèrement concave, une caractéristique pratiquement invisible à l'œil nu au sol, mais qui se révèle lors des équinoxes, lorsque la lumière rasante du soleil souligne cette pliure parfaite. Pourquoi s'imposer une telle complexité architecturale pour un simple tombeau? Cette concavité n'est pas une erreur de construction, elle est le fruit d'un calcul complexe visant à renforcer la structure ou peut-être à focaliser des ondes électromagnétiques ou sonores vers un point précis. Chaque bloc a été taillé pour s'imbriquer dans un puzzle tridimensionnel à l'échelle d'une montagne. L'ajustement est tel que les blocs de parement originaux, dont il ne reste que quelques spécimens à la base, étaient polis comme des miroirs de télescope. Imaginez la pyramide à son apogée. Elle ne ressemblait pas à cette ruine ocre que nous voyons aujourd'hui. Elle était recouverte d'un calcaire blanc éblouissant de Toura, si lisse et si brillant qu'elle devait ressembler à un cristal géant déposé sur le sable, réfléchissant la lumière du soleil à des kilomètres à la ronde, visible depuis l'espace comme une étoile terrestre. Cette perfection n'est pas seulement esthétique, elle est mathématique. La pyramide contient en elle-même les dimensions de la Terre. Si vous multipliez la hauteur de la pyramide par 42 200, vous obtenez le rayon polaire de notre planète. Si vous multipliez le périmètre de sa base par ce même nombre, vous obtenez la circonférence équatoriale de la Terre. Le nombre 42 200 n'est pas aléatoire, il est lié au phénomène de la précession des équinoxes, ce lent balancement de l'axe de la Terre. Comment les bâtisseurs pouvaient-ils connaître les dimensions exactes de notre planète et le cycle de ses mouvements stellaires des millénaires avant l'invention du satellite? On nous demande de croire au hasard, de croire que ces coïncidences sont le fruit d'une chance insolente. Mais le hasard n'a pas sa place dans une structure de 6 millions de tonnes. Chaque angle, chaque coudée, chaque passage exprime une connaissance universelle que nous commençons à peine à décoder avec nos supercalculateurs. Pensez à la logistique nécessaire. Il ne s'agit pas de bras, il s'agit d'une organisation sociale et technique que nous ne serions incapables de reproduire aujourd'hui avec le même budget et les mêmes délais. On nous parle de rampes en briques de terre crue. Mais pour atteindre le sommet de la pyramide avec une pente praticable pour des blocs de plusieurs tonnes, la rampe elle-même aurait dû contenir plus de matériaux que la pyramide elle-même. Où sont passés les débris de ces colossales rampes? Pourquoi n'en trouvons-nous aucune trace archéologique probante? La vérité est donc sans doute ailleurs, cachée dans l'utilisation de forces que nous jugeons impossibles. Certains parlent de lévitation acoustique, d'autres de ramollissement de la pierre par des procédés chimiques ou thermiques. Cela semble relever de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, face à l'impossibilité de la méthode primitive, la science-fiction devient la seule hypothèse rationnelle. Prenez une carte du monde, une de ces représentations planes de notre globe bleuté. Maintenant,
cherchez le centre géographique exact des masses terrestres de notre planète. Si vous calculez la répartition de toutes les terres émergées, l'Afrique, l'Asie, les Amériques, l'Europe et l'Océanie, et que vous cherchez le point d'équilibre, le barycentre de notre monde, vous tomberez avec une précision effrayante sur le plateau de Gizeh. Est-ce là encore un coup de chance? Une coïncidence de plus à ajouter à la liste déjà longue des hasards égyptiens? Pour placer un monument au centre exact des terres émergées, il faut posséder une vision globale de la planète. Il faut savoir que l'Amérique existe, que l'Antarctique est là, que les océans délimitent des continents que les Égyptiens, selon l'histoire officielle, n'auraient jamais dû connaître. Mais ce n'est que le début du vertige. La Grande Pyramide est située sur le 30e parallèle nord. Plus précisément, elle est placée de telle sorte que si vous tracez une ligne droite vers le nord, vous traversez le plus de terre possible, et si vous tracez une ligne d'est en ouest, vous faites de même. C'est l'intersection parfaite. On nous dit que les anciens vivaient dans un monde plat, ou du moins très limité, bordé par des monstres marins et l'inconnu. Pourtant, Gizeh semble avoir été choisi comme le point zéro d'une cartographie mondiale que nous n'avons redécouverte que des millénaires plus tard. Les bâtisseurs ne regardaient pas seulement le Nil, ils regardaient la courbure de la Terre, ils comprenaient la sphéricité de notre demeure et, plus troublant encore, ils en connaissaient les dimensions au mètre près. Rappelez-vous ce que nous avons évoqué. La pyramide est une projection mathématique de l'hémisphère nord. Sa hauteur par rapport à sa base est dans le même rapport que le rayon polaire de la Terre par rapport à sa circonférence équatoriale. C'est une carte en 3 dimensions, une archive de pierre qui contient les mesures de notre monde. Mais pourquoi? Pourquoi graver ces chiffres dans la roche? Peut-être parce que les bâtisseurs savaient que les civilisations s'effondrent, que les livres brûlent, que les langues s'éteignent, mais que la géométrie, elle, est une langue universelle. Un scientifique, qu'il vive il y a 10 000 ans ou dans 10 000 ans, reconnaîtra toujours le nombre pi ou le nombre d'or, phi. Et ces deux nombres, les piliers de la création, sont omniprésents dans la Grande Pyramide. Le rapport entre la somme des périmètres des faces et la hauteur double est égal à pi. Le nombre d'or, cette proportion divine que l'on retrouve dans la spirale des galaxies, dans la croissance des coquillages et dans la structure de notre propre corps, régit chaque angle de la pyramide. On nous répond souvent que ces proportions sont accidentelles, qu'elles découlent naturellement de l'utilisation d'une roue pour mesurer les distances. Mais comment expliquer alors que ces mêmes proportions se retrouvent dans l'emplacement du Sphinx par rapport aux pyramides ou dans la distance qui sépare Gizeh d'autres sites sacrés comme Stonehenge ou l'île de Pâques? Car c'est là que le mystère devient véritablement planétaire. Si vous tracez une ligne sur le globe reliant Gizeh à Nazca, à l'île de Pâques, à Mohenjo-Daro et à d'autres sites antiques majeurs, vous obtenez un cercle parfait qui entoure la Terre avec une inclinaison de 30 degrés par rapport à l'équateur. Cet alignement n'est pas une invention de théoriciens marginaux, c'est une réalité géographique mesurable. Ces sites, séparés de milliers de kilomètres et d'océans infranchissables pour l'époque, semblent faire partie d'un réseau global, d'une grille énergétique ou d'un système de communication mondial dont Gizeh serait le processeur central, le mainframe. Pourquoi les pyramides sont-elles alignées avec une telle rigueur sur les points cardinaux? Si vous vouliez simplement enterrer un roi, une approximation aurait suffi, mais ici, l'erreur est si infime que suggère que l'alignement lui-même est une composante essentielle de la fonction de l'édifice. La pyramide doit être parfaitement orientée pour que les énergies telluriques, ces courants électromagnétiques qui parcourent la croûte terrestre, souvent appelées des lignes de Ley, puissent être captées et amplifiées par la structure. Gizeh est situé sur un nœud énergétique majeur, un endroit où la lithosphère est particulièrement réceptive. Est-il possible que la pyramide ait servi de stabilisateur pour l'axe de la Terre, ou de parenteneur géant captant l'électricité atmosphérique pour la redistribuer? Quand on observe l'emplacement des pyramides à travers le monde, en Mexique, en Chine ou en Indonésie, on réalise qu'elles ne sont pas des tombes isolées, mais des pièces d'un puzzle global. Elles ont été placées là avec une intention qui dépasse largement le cadre d'une culture locale. Il y a une intention planétaire. Imaginez une civilisation tellement avancée qu'elle ne voyait pas la Terre comme une ressource à exploiter, mais comme un organisme vivant avec lequel interagir.
Les pyramides seraient les points d'acupuncture de la Terre, des aiguilles de pierre plantées dans les méridiens de la planète pour réguler son flux d'énergie, pour fertiliser les sols par l'ionisation de l'air ou peut-être pour prévenir de catastrophes sismiques. C'est une vision qui nous semble folle parce que nous sommes habitués à une technologie de destruction et de consommation, pas une technologie d'harmonie et de résonance. Levez les yeux, regardez la nuit noire au-dessus du plateau de Gizeh. 3 étoiles brillent d'un éclat particulier, alignées avec une imperfection qui semble délibérée. Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Ce sont les 3 reines de la ceinture d'Orion. Depuis des décennies, des chercheurs comme Robert Bauval ont mis en lumière une évidence que l'égyptologie classique tente désespérément d'ignorer. La disposition des 3 pyramides de Gizeh sur le sol est le reflet exact de ces 3 étoiles dans le ciel. Mais ce n'est pas un simple alignement détoratif. C'est une photographie astronomique développée dans le calcaire. Car pour que l'alignement entre les pyramides et Orion soit parfait, à la seconde d'arc près, il faut remonter le temps. Il faut faire défiler la voûte céleste, à cause de la précession des équinoxes, jusqu'à une date précise, environ 10 500 avant notre ère. 10 500 ans avant Jésus-Christ, à une époque où, selon l'histoire officielle, l'humanité sortait à peine de la glaciation, vivant de chasse et de cueillette dans des abris de fortune. Comment des hommes primitifs auraient-ils pu concevoir un plan de masse à l'échelle d'un plateau rocheux pour marquer une date aussi reculée? Et pourquoi cette date? Pourquoi graver dans la pierre le souvenir d'un siècle vieux de 12 millénaires? La réponse se trouve peut-être dans les conduits qui partent des chambres intérieures. Ces canaux, que l'on a longtemps pris pour des conduits d'aération, une aberration technique dans une structure close, pointent avec une précision chirurgicale vers des cibles stellaires spécifiques. Sirius, l'étoile d'Isis, Orion, la demeure d'Osiris, et Alpha Draconis, l'étoile polaire de l'époque. Ces conduits ne sont pas des fenêtres, ce sont des télescopes de pierre. Ils servent à canaliser non pas l'air, mais l'influence des astres. Imaginez la scène. À un moment précis du cycle précessionnel, la lumière d'Orion descendait directement au cœur de la chambre du roi, frappant le sarcophage de granit, tandis que la lumière de Sirius baignait la chambre de la reine. C'est une union mystique entre le ciel et la terre, un mariage alchimique orchestré par la géométrie. Mais au-delà du symbole, il y a une fonction technique. Si la pyramide est une machine énergétique, comme nous l'avons exploré, alors les étoiles sont peut-être les sources d'alimentation externe, les déclencheurs cosmiques d'un processus que nous ne comprenons plus. Pourquoi les anciens étaient-ils si obsédés par la précession des équinoxes? Ce cycle de 25 920 ans est le grand battement de cœur de l'univers, le changement lent mais inexorable de l'inclinaison de la Terre qui fait défiler les constellations derrière le soleil levant. Connaître ce cycle demande des observations sur des milliers d'années. Cela demande une transmission du savoir sans faille. En intégrant les nombres de la précession dans les dimensions de la pyramide, les bâtisseurs nous ont laissé une horloge. Une horloge qui ne marque pas les heures, mais les ères. Ils nous disent « Nous étions là quand Orion était au plus bas de son cycle et nous savons quand il reviendra ». Cette obsession pour le temps long suggère une peur ou une mise en garde. On retrouve dans les textes anciens, comme les textes des pyramides ou le livre des morts, qui devrait plutôt s'appeler le livre de la sortie au jour, une mention constante du Zep Tepi, le temps initial, l'âge d'or où les dieux marchaient parmi les hommes. Et si les pyramides étaient des balises temporelles destinées à nous prévenir d'une catastrophe cyclique? Si elles étaient là pour nous rappeler que la Terre bascule régulièrement, que les pôles se déplacent et que les civilisations s'effacent dans de grands cataclysmes d'eau et de feu? Nous voici arrivés au bord du précipice, là où la science matérielle rencontre l'indicible. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez que la Grande Pyramide n'est pas un vestige du passé, mais un défi lancé au futur. Regardez de plus près les blocs de granit noir qui jonchent le plateau. Si vous observez les angles internes de certaines cuves de pierre, vous y verrez des traces que seul un outil rotatif ultra rapide pourrait laisser. Nous parlons de marques d'usinage qui pénètrent la roche avec une avance de 2 mm par tour de mèche. Pour obtenir un tel résultat aujourd'hui, il nous faut des pointes de diamant et une pression hydraulique colossale. Comment des artisans utilisant des pierres de dolérite auraient-ils pu creuser le granit avec la facilité d'un couteau dans du beurre? La réponse est là, sous nos yeux, gravée dans la dureté du minéral.
Ils possédaient une technologie que nous n'avons pas encore redécouverte, une science qui ne reposait peut-être pas sur la combustion ou la vapeur, mais sur la maîtrise de la vibration, du son et de la gravité. Et si les pyramides n'étaient en réalité que la partie émergée de l'iceberg ? Sous le sable de Gizeh, des radars de pénétration de sol ont révélé l'existence d'un réseau complexe de tunnels, de salles et peut-être même d'une cité souterraine. On l'appelle souvent le labyrinthe, décrit par les anciens comme dépassant en splendeur les pyramides elles-mêmes. Pourquoi ces zones sont-elles interdites au public? Pourquoi les fouilles y sont-elles si étroitement surveillées, voire stoppées, dès que l'on s'approche d'une découverte qui pourrait réécrire notre genèse? Il existe une peur viscérale dans les hautes sphères de l'académisme, la peur de découvrir que nous ne sommes pas les premiers à avoir atteint un sommet technologique. Admettre l'existence d'une civilisation antédiluvienne, d'une humanité avancée disparue lors d'un cataclysme majeur vers 10 500 avant Jésus-Christ, c'est accepter que notre propre civilisation est mortelle, fragile et soumise au même cycle de destruction. La fonction de la pyramide, au terme de ce voyage, apparaît alors sous un jour nouveau. Elle était sans doute tout cela à la fois, une centrale énergétique captant les vibrations de la Terre, une horloge astronomique marquant la fin des temps et un temple d'initiation où le son et la géométrie servaient à élever la conscience humaine. Elle est un pont jeté entre le fini et l'infini. En entrant dans la chambre du roi, l'initié ne venait pas pour mourir, mais pour renaître. Il venait s'aligner sur les fréquences de l'univers pour comprendre que la mort n'est qu'un changement de fréquence. Les bâtisseurs ne nous ont pas laissé des hiéroglyphes pour raconter leurs guerres ou leurs impôts, ils nous ont laissé la pierre, car la pierre est la seule mémoire qui ne s'efface pas. Ils nous ont laissé un manuel de physique quantique écrit dans le calcaire, attendant que nous soyons assez humbles pour le lire. Alors, que reste-t-il de nos certitudes? Quand vous regarderez à nouveau ces monuments, ne voyez plus des tombeaux, voyez des balises de réveil. Voyez une preuve silencieuse que l'esprit humain, lorsqu'il est en harmonie avec les lois naturelles, peut accomplir l'impossible. Nous vivons une époque de transition, un moment de l'histoire où les secrets les mieux gardés commencent à filtrer à travers les fissures du dogme. Les anomalies thermiques détectées récemment dans la pyramide suggèrent qu'elle est peut-être encore active, qu'elle réagit encore au cycle solaire, comme un cœur de pierre qui refuse de s'arrêter de battre. Peut-être qu'un jour nous trouverons la clé sonore, la fréquence exacte qui déverrouillera les portes cachées derrière les conduits. Peut-être qu'à ce moment-là, le message des anciens nous parviendra enfin dans toute sa clarté. Ils ne nous disent pas seulement qui ils étaient, ils nous disent qui nous pourrions être. Nous ne sommes pas les maîtres de la terre, nous en sommes les gardiens, et nous avons hérité d'une sagesse que nous avons presque détruite par notre arrogance. La grande pyramide est un miroir. Elle nous renvoie l'image de notre propre ignorance, mais elle nous offre aussi la lumière de la connaissance si nous avons le courage de regarder dans l'obscurité de ces galeries.